Alors voilà, vous avez donc tapé l'adresse que je vous ai donnée là pour télécharger le document sur lequel on démarre. bit.ly/2b1x0st avec les majuscules là où il faut. Et vous avez donc téléchargé un zip qui, quand vous double-cliquez sur Louis, sur le zip, il vous crée un document qui s'appelle ici document 33 folder. C'est donc ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. C'est InDesign, ça a été fait par InDesign quand on a terminé ce document dans InDesign, puisque c'est un document qui est en cours en fait. La dernière fois qu'on a travaillé sur ce document dans InDesign, je veux dire la dernière fois que j'ai travaillé sur ce document dans InDesign, j'ai demandé menu fichier assemblage ou menu file package dans la version anglaise, et ça m'a créé un dossier d'assemblage qui contient les fontes utilisées par le document. Alors vous allez voir quand vous essayez de l'ouvrir, peut-être que les fontes, il y en a certaines qui sont manquantes, qui ne sont pas installées sur l'ordinateur. Et le document InDesign va vous dire que certaines fontes sont manquantes. N'essayez pas de régler le problème. Le problème pourrait être réglé bien sûr en mettant ces fontes-là dans le système d'exploitation de l'ordinateur. Et là, quand on relance le document InDesign, les fontes sont dans le système, il les trouve. Mais on va pouvoir malgré tout travailler ce document InDesign même si toutes les fontes ne sont pas installées. Typiquement, je crois que pour un des titres utilisés dans le document, il y a une fonte spéciale que vous n'avez peut-être pas. Est-ce que vous avez eu un message ou pas? Pas de message? Ça va, c'est parce qu'on est sur un Mac. Mais si vous ouvrez sur un PC ce document, parce que les documents d'assemblage, les packages InDesign sont bien sûr compatibles Mac et PC, donc ceci on aurait pu le dézipper sur un PC par un clic droit, extraire et ouvrir le document InDesign. Là, je pense qu'il vous aurait dit qu'il y a une des fontes qui est manquante. Mais apparemment, je n'ai utilisé donc pour ce document que des fontes disponibles en standard sur le Mac, raison pour laquelle vous n'avez pas eu de message sur les fontes manquantes. Le document utilise également des images qui sont là. Là aussi, certaines des images, il y a quelque chose à dire là-dessus. Certaines images ont des noms très longs. J'ai oublié de raccourcir les noms. Ce sont des images qui viennent du web, des images du domaine public que j'ai le droit d'utiliser. Donc, parce qu'il y a des images sur le web qu'on a le droit d'utiliser, celles qui sont du domaine public. Ce qu'on appelle les images libres de droit, c'est ce que vous appelez en général les images libres de droit. Mais attention, dans les images libres de droit, ce qu'on appelle les images libres de droit, elles sont parfois, c'est parfois permis de les utiliser pour des applications non commerciales, mais dès qu'on veut faire de l'argent avec le document dans lequel on les utilise, c'est pas permis. Donc, dans le domaine, les images du domaine public, là, c'est certain qu'on a le droit de les utiliser, même dans des documents qui rapportent de l'argent. Et donc, il y a certains noms que j'ai oublié de raccourcir. C'est les noms que les images avaient là sur le web, sur les serveurs qui les contenaient. Et quand on dézippe le document sur un PC, bah, je vous le dis parce que ça, vous pourriez réessayer chez vous sur un PC d'aller rechercher le document et de le dézipper. Quand on dézippe, il va vous indiquer qu'il y a des fichiers qui n'ont pas pu être extraits. Et donc les images seront manquantes. Typiquement, les 4 images avec des noms très longs, là sur un PC, il ne saura pas les dézipper, les chemins sont trop longs. Alors depuis mai 2016, si je ne me trompe pas, il est possible de modifier le comportement du PC pour qu'il fonctionne comme un Mac, c'est-à-dire qu'il accepte des chemins très longs. Mais sinon, si vous ne demandez pas au PC d'accepter des chemins très longs, il va forcément régulièrement vous poser des problèmes et vous dire qu'il n'arrive pas à dézipper les choses, parce que ça vient typiquement d'un Mac où les noms très longs sont acceptés depuis très longtemps. Ok, donc je ne suis pas en train de dire que le Mac est meilleur que le PC ici, c'est juste des caractéristiques, mais heureusement, je vous dis, le PC, depuis mai 2016, il y a possibilité de le faire fonctionner comme le Mac pour accepter des noms très longs. Alors bien sûr, ici, on va ouvrir le INDD, c'est le document InDesign. Le IDML, c'est juste si on voulait ouvrir le document dans une version plus ancienne de InDesign. Alors, on va faire apparaître la palette des pages, menu fenêtre page, Window Pages. Voilà. Alors, cette palette des pages, comme vous voyez chez moi, elle n'est pas comme la vôtre. La vôtre, elle doit être, à mon avis, plutôt comme ceci, c'est-à-dire que les pages se superposent comme ça. Tandis que ma palette des pages, je peux la mettre là sur la gauche et prendre la petite poignée en bas à droite et l'agrandir. Et j'ai ce genre de présentation qui est un peu sympa. Alors pour obtenir ce genre de présentation, c'est simple. Une fois que vous avez la palette des pages, vous allez dans le menu de la palette des pages, donc en haut à droite. Ah oui, au fait, votre palette des pages, elle est peut-être accrochée sur le côté. Ce serait mieux de la décrocher. Oui, peut-être que votre palette des pages, elle ressemble un peu à
ceci, voilà, quand vous cliquez sur le mot page ici, voilà, donc ce serait peut-être intéressant de la décrocher par son onglet. Vous prenez le mot page, l'onglet ici, vous cliquez, glissez, voilà, elle est flottante maintenant. La palette est flottante. Voilà, donc dans le menu de la palette des pages, vous allez jusqu'à la ligne afficher les pages, View Pages, et vous demandez horizontalement. Vous pouvez aussi, dans le même menu, aller jusqu'à la dernière ligne, les options de panneau, et demander ici à Gabarit, Masters, vous demandez, vous décochez montrer verticalement. Comme ça, ils seront montrés horizontalement. Donc les gabarits, c'est les choses qui sont là au-dessus, puisque la palette des pages, vous voyez, est séparée en deux. Il y a d'un côté les pages du document, et de l'autre côté les gabarits qui sont en fait des modèles de pages en quelque sorte. Hein. Voilà, donc ce document est basé sur une grille, comme vous voyez, une grille assez simple, qui permet d'avoir une structure dans le document. Ça permet d'avoir un document on a l'impression qu'il y a quand même une structure dans le document, même si d'une page à l'autre les choses changent. Par exemple ici, sur cette page-ci, j'ai 3 colonnes, là j'en ai 2. Ici, les images ont été mises d'une certaine manière. Il y a du texte qui doit encore arriver. Mais en tout cas, voilà, vous comprenez le principe. On se base, pour la création de cette mise en page, on se base sur une structure qui transparaît sur toutes les pages, d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça permet de faire un document qui est varié au niveau de la mise en page. Donc, c'est intéressant. C'est pas toujours la même chose. C'est pas un document d'entreprise. C'est pas un rapport d'entreprise. C'est plutôt un magazine. Mais en même temps, c'est pas du n'importe quoi, d'une page à l'autre, ça ne change pas complètement, il y a quand même la structure qui est derrière. Donc c'est vraiment ça le secret d'une bonne mise en page, c'est d'avoir une structure derrière, et malgré tout de s'en servir donc pour faire des documents qui sont variés. Alors parmi les gabarits, parmi les masters, vous en avez un qui est spécial parce qu'il a été fait au départ d'une page qui avait été mise en page dans le document. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait, faire un gabarit au départ d'une page qui est du document. Il y a une fonction qui s'appelle, dans le menu de la palette page, une fonction qui s'appelle gabarit, sauvegarder en tant que gabarit. Master Pages, save as master, et ça vous envoie une copie de la page, et au départ de ça, alors on peut, comme avec les autres gabarits d'ailleurs, on peut démarrer une nouvelle page sur base de cette structure. Donc c'est pour accélérer le travail et la création de magazines, en fait, hein, ces gabarits. Plutôt que de chaque page démarrer d'une page blanche et devoir la peupler de textes et d'images, ben, on démarre d'une page soit avec des blocs roses qu'on va supprimer, fusionner, remplir de textes ou d'images, soit on démarre d'une mise en page déjà un peu plus complexe. Par exemple, si vous avez un magazine qui sort tous les mois, vous pouvez reprendre la mise en page du mois précédent, remplacer les images par d'autres, remplacer le titre par un autre, remplacer le texte par un autre, et voilà, vous avez vite fait le travail de mise en page. C'est ça l'idée derrière. Alors, pour que les vignettes soient plus grandes dans le panneau, c'est dans le menu de la palette page, il faut aller sur les options de panneau, dernière ligne, et ici, vous avez le choix des vignettes pour les pages. Vous avez jusqu'à Jumbo. Sur des vieux écrans, ça fera trop grand, mais sur des écrans à haute densité pixels, ça passe. Et vous avez la même chose pour les gabarits. Donc c'est dans le menu de la palette page, la dernière ligne, les options de panneau. C'est là qu'on choisit les tailles des vignettes. Alors on va pas mal utiliser en parallèle Photoshop aujourd'hui, parce que bon, vous connaissez Photoshop quand même un peu. Hein. De toute façon, toutes les étapes seront expliquées pas à pas. Mais enfin, si vous connaissez déjà un peu Photoshop, ça va faciliter les choses. Et on va maintenant aller chercher la palette Liens, menu Window Links, menu Fenêtre Liens. Donc, vous connaissez peut-être le principe, dans InDesign, les images ne s'y trouvent pas vraiment. Elles ne sont pas vraiment dans le document InDesign. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je reviens ici sur mon dossier qui contient les documents, enfin le zip des IP. Voilà, vous avez un dossier d'image qui fait 77,5 mégas. Oui, je dis les chiffres en français, comme ça, ceux qui ne parlent pas bien français comprennent. Je rigole. Alors,
vous avez ici le document InDesign, donc il fait seulement 7,5 mégas, alors qu'il contient quasiment 80 mégas d'images. Donc c'est bien ça, le principe, c'est que les images haute définition ne sont pas réellement dans le document. Raison pour laquelle, si le dossier lien change de nom ou disparaît, le document InDesign n'est plus exploitable vraiment correctement. Quand on sortira, ce seront vraiment des versions basse définition qui sortiront. Alors, ces images, certaines d'entre elles sont à différents endroits dans le document, et InDesign vous fait d'office un petit dossier qui contient les deux images. C'est la même en fait, hein. C'est le même fichier. Et il vous indique, tiens, elle est sur la page 2. Elle est sur la page 2. Elle est aussi sur le gabarit D. Ben oui, c'est le fameux gabarit qui a été créé d'après les pages du document d'ailleurs. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a certaines images qui sont en plusieurs exemplaires. Elle est sur la page 2, celle-là, elle est sur la page 5 aussi, elle est sur le gabarit D. Voilà. Alors, regardons un peu les caractéristiques de ces images. Alors souvent, on dit que, enfin ceux qui ont fait l'infographie en école secondaire, on vous a dit que vos images dans InDesign doivent être en CMJN et à 300 pixels par pouce. C'était vrai dans les années 90. Depuis 15 ans, Adobe dit que vous devez, c'est mieux, utiliser des images RVB, pour une raison qui est expliquée dans une vidéo que je peux vous fournir. Je n'ai pas énormément de temps pour vous expliquer ça. Mais en tout cas, voilà, Adobe préconise d'utiliser des images RVB, même si au final c'est pour l'impression, parce que vous allez au départ de InDesign générer un PDF CMJN. C'est à ce moment-là que vous allez transformer les images RVB en CMJN. Elles seront en CMJN dans le PDF, elles sont en RVB dans le document InDesign. Et ce qu'on vous dit aussi dans secondaire, bon ben voilà, vous avez eu des profs qui ont étudié dans les années 90 et puis ils n'ont pas trop remis à jour leurs connaissances peut-être. Ou alors c'est une contrainte en plus à vous imposer dans le secondaire, comme ça on peut vous noter sur quelque chose, c'est facile. Quelque chose d'objectif. On vous disait aussi, vous devez vous mettre vos images à 300 pixels par pouce. Bon, c'était vrai dans les années 90 parce que le redimensionnement des images à la bonne résolution dans les logiciels Quark Express, InDesign se faisait mal. Pas surtout Quark Express, puisque InDesign date de 99, la première version. Dans InDesign, le redimensionnement des images se fait bien, et vous voyez que cette image, c'est ce qu'on voit ici, hein, quand vous déployez, vous cliquez sur n'importe quelle des images, et vous déployez dans la palette lien les informations. Cette image a une résolution indiquée à 72 pixels par pouce. Donc c'est une image du web, elle est à 72 pixels par pouce, et quelqu'un qui ne connaît pas trop ce que je suis en train de vous expliquer va dire, mais tiens, c'est une image à 72 pixels par pouce, je ne peux absolument pas l'utiliser dans une mise en page, ça ne va pas fonctionner. Si je passe de 72 à 300, ça va devenir tout flou. Mais non, pas du tout, parce que cette image redimensionnée dans InDesign, les pixels se sont tassés les uns sur les autres et on est arrivé à une densité de pixels, une résolution de 476, donc on est bien au-delà des 300, donc tout va bien. D'ailleurs, cette image se trouve en 3 versions dans le document. Il est possible que cette version-ci, voilà, on est même à 978 parce qu'elle est plus petite dans le document, cette version-là. D'ailleurs, je vais cliquer sur le petit hyperlien qui est là, sur le côté. Elle est sur la page 2. Voilà. Où est-elle? C'est une image d'un crocodile, elle est là, voilà. Cette image-là est plus petite que ce qu'elle est sur la page 5. Je vais cliquer sur la page 5 ici. Voilà, je suis allé sur la page 5, voilà. Ça occupe quasiment toute la page de droite. Enfin, une bonne partie de la page de droite, alors que sur la page 2, elle était plus petite, cette image. C'est la même image, c'est le même fichier. Mais comme elle est plus petite sur la page 2, les pixels sont plus tassés les uns sur les autres, et donc on a une résolution, une densité de pixels par pouce, sur une distance de 2,54 cm sur le papier, donc un pouce c'est 2,54 cm. On est à 978 ici, alors que là, sur la page de droite où elle est plus grande, on est à 476. Voilà, donc voilà déjà deux mythes démystifiés, en quelque sorte. Vous pouvez utiliser des images RVB dans vos documents de mise en page InDesign, même si c'est pour l'impression CMJN chez un imprimeur.
vous pouvez utiliser des images à n'importe quelle résolution. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la résolution effective dans InDesign, c'est-à-dire quand on a redimensionné l'image dans InDesign, quelle est la densité de pixels sur un pouce, sur une distance d'un pouce. C'est la résolution effective ici. Voilà. Alors, si vous croisez quelqu'un quelque part qui vous dit que vous ne devez absolument pas mettre des images RGB, qu'elles doivent être absolument à 300 pixels par pouce, bon, tentez une petite approche. Pourtant, on m'a dit que depuis 15 ans, Adobe préconise d'utiliser des images RGB et que la résolution n'a pas d'importance parce que ce qui compte, c'est la résolution effective dans InDesign. Bon, si la personne commence à devenir toute rouge, son visage gonfle un peu, elle commence à trembler, abandonnez, vous avez affaire à quelqu'un, bon, il vaut mieux, faites à ce moment-là des images CMJN en 300 pixels par pouce. Bon, le patron, c'est le patron, quoi. Hein. Enfin, le patron, c'est parfois un prof aussi. Donc voilà, ce que je vous dis là, c'est l'évolution des choses. Et je pourrais même vous sortir des articles qui parlent de ça, de grands sites spécialisés dans InDesign. C'est quelque chose de très connu dans les métiers, en fait. Mais dans les petites boîtes, les petits indépendants n'ont peut-être pas intégré ça parce qu'ils n'ont pas mis à jour leurs connaissances, ça peut arriver. Ok, alors toutes ces images, vous voyez, sont des images JPEG, parce qu'elles viennent du web. Bon, j'avais pas le budget pour aller faire un safari pendant 2 mois et photographier des crocodiles, etc. Donc je suis allé chercher des images du web. Ce sont des images du domaine public, donc il y a un risque que d'autres personnes qui font des publications sur le même sujet vont utiliser les mêmes images. Ça peut arriver. L'alternative, c'est aussi d'acheter des images dans une banque d'images. Il y a des banques d'images sur le web, vous pouvez acheter vos images quand vous devez illustrer un magazine, mais là aussi, vous pouvez, et c'est déjà arrivé, vous retrouver avec la même image que le concurrent, en couverture même du magazine. C'est des choses qui arrivent. Parce que tout le monde, les deux magazines ont acheté l'image dans la banque d'images. Donc voilà. Donc moi, je suis assez partisan des images du domaine public sur le web. C'est sympa, c'est gratuit, et voilà. Bon, la qualité n'y est pas toujours, mais on peut faire un peu de retouche dans Photoshop. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Mais alors, de la retouche sur des images JPEG, c'est pas bien, parce que vous devez faire de la retouche destructive. Vous ne pouvez pas faire de la retouche avec des calques et faire de la retouche non destructive. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait ouvrir chaque image, l'enregistrer, l'ouvrir dans Photoshop, en fait. L'ouvrir dans Photoshop, l'enregistrer au format Photoshop, PSD, donc l'extension PSD au lieu de JPG, et il faudrait faire la mise à jour dans InDesign. Bon, ça peut prendre du temps. Hein. Si vous avez démarré un document avec plein de JPEG comme c'est ici et vous devez tout remplacer par du PSD, ça va être pénible. Eh bien, on va automatiser ça. Vous allez voir qu'on peut automatiser ça. On peut faire en sorte que toutes les images JPEG qui sont là soient remplacées par une version PSD. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir, en parallèle de votre mise en page InDesign, faire les retouches dans Photoshop et voir directement ce que ça donne dans InDesign. Faire des retouches non destructives avec des calques, des filtres dynamiques que vous connaissez peut-être. Enfin, plein de choses comme ça. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, vous lancez Photoshop. Voilà, vous avez lancé Photoshop. Ok, je vais peut-être un peu remettre en place ça. Voilà, Photoshop, bien. Et alors, on va aller chercher dans le menu Fichier. Ah tiens, il est en français là. Bon, ah oui, c'est vrai, parce que Photoshop est un des seuls logiciels dont on peut régler la langue dans les préférences. Interface. S'il a été installé en plusieurs versions, on peut régler la langue ici. Donc je pourrais le faire passer en anglais ici, mais ça n'a pas d'intérêt. De toute façon, vous êtes dans Photoshop en français là. Donc, alors, fichier script en fait. Fichier script processeur d'image. Voilà ce qui nous intéresse. Donc c'est un petit script sous forme de panneau qui nous permet de convertir des images qui sont dans un dossier, les convertir vers tel ou tel format. Alors, ici, vous allez cliquer sur « Sélectionner un dossier » et vous allez chercher là où il se trouve le dossier Links de votre dossier document 33 folder. Voilà. Et vous cliquez sur Open dans la
boîte qui s'appelle donc sélectionner un dossier source. Open. Voilà. Donc ça, c'est le dossier source. Alors, on peut enregistrer au même emplacement, ou on pourrait envoyer vers un autre dossier aussi, mais voilà. Choisissez enregistrer au même emplacement, ça va le faire. Et ici, qu'est-ce qu'on veut? Ben, ce sont déjà des images JPEG, donc ceci doit être décoché, enregistré sous JPEG. Ce serait ridicule d'ouvrir les images JPEG et de les réenregistrer en JPEG. Enregistrer sous PSD, ça doit être coché. Maximiser la compatibilité. Oui, si vous voulez, ça va faire des fichiers un peu plus lourds, mais ils seront compatibles avec d'anciennes versions de Photoshop, pourquoi pas. C'est pas très grave. Redimensionner, vous ne cochez pas, ça c'est quand on veut contraindre les dimensions de l'image à être dans un certain canevas. Typiquement, c'est quand on fait du web ou des magazines numériques. Donc vous ne cochez pas redimensionner. Enregistrer sous TIFF ne doit pas être coché non plus. Désolé pour les garçons, parce que dès qu'on parle de soutif, je sais que ça les intéresse, mais non. On décoche. Inclure le profil ICC peut être mis éventuellement, oui. Exécuter l'action, ben oui, dans ce script ici, qui s'appelle processeur d'image, on pourrait faire un traitement sur l'image. Par exemple, ajouter automatiquement des calques sur l'image, des calques de réglage pour les transformer en noir et blanc, pour les coloriser, pour... Donc, ce sont des scripts que vous auriez prévus précédemment. Il y en a aussi qui sont livrés par Photoshop, mais je ne vais pas cocher ici. Voilà. Alors, on va cliquer sur exécuter. Normalement, ça va le faire. Vous n'avez pas à cocher, bien sûr, ouvrir la première image pour appliquer les paramètres. Inclure tous les sous-dossiers. Ben, il n'y a pas de sous-dossier dans notre dossier Links. Hein. On est d'accord? Dans notre dossier Links, que je vous remontre ici. Voilà. Il n'y a pas de sous-dossier, mais si on avait, vous pourriez le cocher. Mais normalement, il n'y a pas de sous-dossier. Quand on fait un package, quand on fait un assemblage avec InDesign, il ne vous crée pas des sous-dossiers. Même si au départ, quand on a été chercher les images pour les mettre dans le document InDesign, elles étaient dans des dossiers différents. C'est ça l'intérêt du package aussi, c'est que ça réunit tout dans un seul dossier. C'est quand vous devez transférer un document InDesign d'un ordinateur à un autre, il faut faire un assemblage, un package. Sinon, c'est compliqué. Vous risquez d'oublier de prendre certaines images, les polices, etc. Donc, c'est l'intérêt. Pour l'archivage aussi, quand on veut archiver son document, quand on l'a fini, c'est bien. Bon, ben vous cliquez sur exécuter et ça exécute. En vitesse. On n'a même pas le temps de voir les images à certains moments. Et encore, mon ordinateur ici est lent. Hein. C'est pas un ordinateur, il n'est pas très rapide. Voilà, c'est fini. Et alors, je vais voir dans le dossier ce qu'il a fait. Dans le dossier Links, ben, il vous a fait un dossier PSD. Qui contient quoi? Ben, qui contient ces images-là en PSD. Donc, ici, il se trouve que j'avais que des images au format JPEG au départ. J'aurais pu avoir des images au format PNG ou tout autre format, TIFF, n'importe quoi. Il les aurait toutes transformées en PSD. C'est de tout format vers PSD. Ce qu'on vient de faire là dans le menu fichier, script, processeur d'image de Photoshop. Alors voilà, il va falloir mettre ces images PSD au même niveau que les images JPEG. C'est-à-dire que, voilà, je clique sur le petit triangle pour ouvrir, je clique sur la première image ici, pas double-cliquer, hein, c'est un clic. Je clique, puis majuscule clic sur la dernière image PSD, d'accord? Ah oui, au fait, vous aurez intérêt, la plupart du temps, à afficher vos images, vos fichiers par liste, que ce soit sur Mac ou PC, je vous conseille vraiment d'afficher par liste, parce que je vois trop de gens qui perdent beaucoup de temps. Ils affichent par icône, et c'est vraiment la foire pour s'y retrouver. Non, ça compte. Hein. Donc l'affichage par liste, franchement, je vous le conseille dans tous les cas. Donc clic, majuscule clic, voilà toutes les images PSD qui ont été sélectionnées. Je prends n'importe laquelle des images, cliquez, je garde le bouton de la souris enfoncé, je déplace, vous voyez le rectangle qui apparaît sur tout le cadre qui contient tous les fichiers, là, le rectangle. Vous lâchez le bouton de la souris et vous avez remonté d'un niveau, vous avez sorti toutes les images du dossier PSD, ça n'a pas marché. Ah tiens, il y avait déjà un PSD parmi les images. Oui, il y avait déjà un PSD. C'est pas grave, on peut le remplacer ou pas. Ça revient au même. Oui, donc le script a transformé un PSD en PSD. C'est pas très grave.
Donc, remplacer, voilà. Donc, le dossier qui s'appelle PSD est maintenant vide. Et les images sont en deux versions, version JPEG, version PSD chaque fois. Elles n'ont pas changé de nom, c'est important, il ne faut surtout pas qu'elles changent de nom, il faut qu'elles aient le même nom, par contre l'extension n'est pas la même. Si vous ne voyez pas les extensions sur un Mac, il faut aller dans le menu Finder, Préférences, et là, vous avez une option Montrer les extensions de fichiers dans les préférences avancées. Donc si jamais vous ne voyez pas les extensions, c'est valable pour les images ici, mais aussi pour d'autres choses. En tant qu'infographiste, en tant que créateur d'images, vous avez vraiment intérêt à faire ça quand vous travaillez sur un Mac, dans les préférences du Finder, donc le menu Finder Préférences, allez dans les préférences avancées et cochez ceci. Sur le PC, il faut aller dans les gestion des fichiers, gestion de fichiers, il faut aller décocher une option qui s'appelle masquer l'extension. Donc c'est un peu l'inverse que sur le Mac. Sur le Mac, on demande de montrer l'extension. Sur le PC, il faut décocher une option qui est enclenchée d'origine, qui s'appelle masquer l'extension. Vraiment, en tant que pro de l'image, vous avez intérêt à voir les extensions de fichiers quand vous êtes sur un ordinateur. Ce sera mieux. Donc ça, c'était la première partie du processus, demander à Photoshop de tout seul nous faire des versions Photoshop, des versions PSD. Maintenant, je retourne dans InDesign. Bon, ben ce sont toujours des versions JPEG qui sont là dans le document. D'accord? Donc, on va demander de les remplacer par les versions PSD. Alors, attention, dans la palette liens, voilà, je clique sur le premier lien. Je me déplace tout en bas de la liste, je fais majuscule clic sur le dernier lien. Voilà, elles sont toutes sélectionnées. Tiens, il y en a une qui est manquante. Oh, c'est bizarre. Bon, on va régler le problème. Non, il considère qu'elle a été mise à jour, en fait. Donc, elle n'est pas manquante, ça va, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Cool. Donc, on a sélectionné toutes les images dans la palette liens. Vous allez dans le menu de la palette liens. Et vous allez demander redéfinir l'extension de fichier. C'est un truc qui s'appelle comme ça en français à peu près. Relink File Extension. Voilà. Et alors, on vous demande ici, tiens, on vous dit, hein, les nouvelles versions doivent être dans le même fichier que les originaux, dans le même dossier que les originaux. Les nouvelles versions doivent être dans le même dossier que les originaux. Utiliser le même nom, mais évidemment une extension différente. Alors, quelle est l'extension vers laquelle je veux faire un nouveau lien, en fait, hein. Je veux que toutes les JPEG soient remplacées par des PSD. Je tape donc PSD dans ce cas-ci. Et je clique sur refaire le lien. Et voilà. Quelle magie! D'un coup, ça marcherait si vous avez un document avec des centaines d'images. C'est ça qui est intéressant, hein. Ici, on n'a pas encore beaucoup d'images. Ça n'aurait été qu'une perte de temps que de 20 minutes de faire tout ça manuellement, ce qu'on vient de faire là maintenant. Mais là, voilà. Tout est en PSD. Donc les versions JPEG qui sont dans le dossier pourraient disparaître. Donc je pourrais, par exemple, dans le dossier ici, affiché par liste, demander de faire un affichage par genre. Donc ça veut dire que toutes mes JPEG sont ensemble dans la liste. Je pourrais les sélectionner et puis les effacer. Mais je ne vais pas le faire ici. Hein. Elles peuvent rester, ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le document InDesign, maintenant, n'utilise plus ces images-là, JPEG. Il utilise les versions PSD. On va enregistrer le document InDesign. Donc fichier enregistré sous. Vous allez pouvoir l'enregistrer dans le même dossier d'assemblage. Ce n'est pas un problème dans un premier temps. Je vais renommer, parce que c'est intéressant de renommer régulièrement. Faites ça aussi, parce que vous allez devoir me rendre votre travail là, et pour que je vois ce que vous avez fait. Et de toute façon, c'est toujours bien d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Si jamais on se plante complètement au niveau créatif, au moins on aura la version d'avant. Voilà. Donc j'ai enregistré le document. Parfait. Alors, on va modifier certaines images. Donc, par exemple, cette image-là, je la trouve bien pourrie, celle qui est sur la page 2. Vous arrivez à naviguer dans InDesign, pas de problème. Hein. La roulette de la souris avec la touche Alt.
Vous pouvez aussi double-cliquer sur les pages dans la palette pages. Donc ça, c'est pas très sorcier. Voilà, par exemple sur la page 2, je trouve que cette image-là, elle est pas géniale. Et à la limite, ben voilà, j'aimerais un peu retravailler la luminosité sur cette image. Donc, ben ça va se faire dans Photoshop, bien sûr. Donc, dans la palette lien, cette image sur laquelle je viens de cliquer avec la flèche noire, elle apparaît en surbrillance. Et je vais pouvoir demander, dans le menu de la palette lien, d'éditer l'original. Et vu que c'est un fichier PSD, il va s'ouvrir normalement dans Photoshop. Voilà, c'est fait, il s'ouvre dans Photoshop. Touche F pour passer plein écran quand vous êtes sur le Mac. Même sur le PC, ça servira comme ça, avec la barre d'espacement, vous pouvez bouger l'image dans sa fenêtre, sur l'écran. Donc c'est la touche F sur le clavier qui vous permet de passer plein écran l'image. Si on enfonce encore la touche F, on passe par 3 modes différents, bien sûr. Donc la touche F, c'est la touche F. Il ne faut pas chercher les touches de fonction F1, F2, F3, c'est pas ça. C'est vraiment la touche F. Celle qui sert à faire le F-word. Non, je rigole. Alors, vous avez ici la palette des calques. Vous allez évidemment ajouter un calque de type courbe, qui est vraiment le calque de réglage des professionnels de l'image. Donc, calque de réglage de type courbe. Ça va, vous connaissez Photoshop, j'ai pas besoin de vous expliquer tout. Voilà, réglage des courbes. Donc calque de réglage de type courbe, voilà, il est là. En cas de problème, demandez à votre voisin quel est le moins stupide, si vous en avez un à gauche et à droite, et il pourra vous aider. Je suis moqueur, excusez-moi. Bien, le réglage des courbes qui est là. Vous allez mettre 2 points sur le réglage des courbes. Clic, clic, peu importe où. Ça peut être 2 points comme ça, peu importe où ils sont. Ils peuvent être rapprochés, ils peuvent être éloignés. Au départ, peu importe. Si vous en avez mis un 3e, vous pouvez le sortir par cliquer, glisser, bien sûr. Il suffit de le sortir du graphique, le prendre et le sortir du graphique. Et vous allez faire une courbe en forme de S pour contraster l'image, parce qu'en fait, elle était un peu fade. Elle était un peu fade et alors voilà, on contraste. Si vous voulez voir avant et après, vous avez le petit œil en face du calque de réglage. Enfin, vous en avez un ici aussi, c'est la même chose. Là, dans le bas de la palette des... dans le bas de la palette propriété. Ou alors ici, ça revient au même. Vous voyez l'avant-après. Voilà. Et Gertrude a tout de suite l'air un peu plus sexy en étant contrastée comme ça. C'est une accro du shopping, elle aime bien acheter des sacs en crocodile. Ok, alors petit problème quand on contraste comme ça avec le réglage des courbes, ça modifie les couleurs. Alors petite astuce ici, vous avez les modes. Bon, vous avez d'abord 2 calques. On peut activer l'un ou l'autre dans la palette des calques. Il faut que ce soit le calque de réglage courbe qui soit activé là. Voilà. Ensuite ici vous avez le mode. Et vous allez choisir, à la place de normal dans la liste, vous allez tout en bas, luminosité. Donc dans les modes de fusion, à cet endroit-là, c'est luminosité. Résultat, vous allez pouvoir contraster sans que la couleur change trop. Voilà. Quand je bouge les points, une courbe en forme de S, pour que les parties sombres deviennent plus sombres et les parties claires plus claires. C'est ça le principe du contraste, c'est qu'on accentue les différences. Et là, vous allez pouvoir donc contraster un peu. Voilà. Si je regarde l'avant-après maintenant, c'est flagrant. Gertrude est vachement plus sexy comme ça. Son petit maquillage ressort mieux. On a l'impression qu'elle a un sac en crocodile, mais c'est pas vrai, c'est son corps. Excusez-moi. Je m'éloigne du sujet. Je retourne dans InDesign, rien n'a changé. Je suis dans Photoshop. Ah oui, pour passer d'un logiciel à l'autre, sur le Mac, c'est commande tabulation. Commande tabulation. Voilà. Bon, je suis dans Photoshop, je fais fichier enregistré. Fichier enregistré. Pas enregistré tout, c'est sous le même nom que j'enregistre. Donc c'est un commande S, fichier enregistré. Ah oui, il y a un petit message sur la
compatibilité que je peux décocher éventuellement, voilà. Comme ça, je ne le verrai plus. Non, c'est pas ça. Je dois cocher ceci pour ne plus le voir. Ça n'a pas d'importance, de toute façon, que vous fassiez un fichier compatible avec les anciennes versions de Photoshop ou pas. Donc, je laisse maximiser la compatibilité et je coche ne plus afficher. Voilà, comme ça, j'aurai plus le message. Voilà, c'est enregistré, le fichier est mis à jour. Qu'est-ce qui se passe dans InDesign? C'est mis à jour. Voilà. Alors, il y a une question que vous pourriez poser. Peut-être que quand vous zoomez sur Gertrude, est-ce qu'elle a l'air d'être vraiment en pleine forme? Vous pensez que les images ne sont pas présentées de manière assez claire? C'est trop pixelisé. Vous allez dans le menu affichage, performance d'affichage haute qualité, vous permettra de voir les images en haute définition. Donc, palette des outils en 2 colonnes, en cliquant sur la double flèche ici. Vous avez normalement l'aperçu qui est enclenché là. Vous voyez le document à peu près comme il sortira sur le papier ou sur la tablette si on est en train de faire un magazine interactif. Si vous cliquez sur l'icône de gauche, vous êtes en affichage normal, vous voyez les constructions du document. Tout à fait normal, c'est un document basé sur la construction, sur une grille en fait. Évidemment, ça ne sort pas dans le document final, sauf si on le demande. Ça peut être intéressant parfois de le demander, mais quand on fait des maquettes de magazines, des chartes graphiques en fait. Mais c'est très rare quand on demande que ces lignes soient dans le PDF qu'on exporte. Donc c'est la lettre W qui vous permet de passer de l'un à l'autre en fait. Donc même sans enfoncer les icônes, vous passez de l'aperçu vers l'affichage normal. Donc vous avez la possibilité de travailler dans les 2 modes dans InDesign. Je vais cliquer sur avec la flèche noire sur cette image du loup. Je vois qu'elle est là, d'accord. Je vais demander dans le menu de la palette des liens. Bien sûr, on peut faire par plein de manières différentes avec des clics droits, etc. Dans InDesign, je sais. Mais ici, j'aime bien aller dans les menus parce que c'est visuel. Comme vous êtes en train d'apprendre les raccourcis, j'aime pas trop utiliser les... Voilà, j'aime bien aller dans les menus. Je trouve que pour commencer l'apprentissage d'un logiciel, surtout que vous devez apprendre plein de logiciels en même temps. Combien de logiciels? Facilement 5-6 en même temps. Donc voilà, si on commence à vous donner plein de raccourcis, bonjour les dégâts, je pense. Les raccourcis, c'est parfois intéressant, bien sûr. Donc, modifier l'original, voilà. Et alors, voilà la bestiole qui est là. La palette des calques, je vais ajouter un calque de type noir et blanc. Donc, l'image va rester RVB. Mais par-dessus, j'ai mis un réglage noir et blanc, ce qui va me permettre d'aller faire un réglage noir et blanc personnalisé vraiment avec le panneau propriété ici. Vous allez pouvoir décider à quel point chaque couleur de l'image intervient dans la version noir et blanc. Bon, bien sûr, dans mon image originale ici, c'est pas l'image d'un carrousel à la foire, donc il n'y a pas toutes les couleurs. Donc ça va être assez limité ce qu'on peut faire. Vous voyez, il n'y a pas des violets, il n'y a pas des cyans, il n'y a pas des... Voilà. Donc, vous essayez quand même de jouer un peu sur les curseurs, de manière à... c'est subtil, à faire par exemple ressortir ce que vous voulez faire ressortir, le pelage, par exemple, si vous voulez faire ressortir vraiment le détail dans le pelage, voilà, je remarque que... C'est intuitif, je ne le savais pas, mais je remarque qu'en diminuant les jaunes, en diminuant la quantité de couleur jaune dans l'image qui est transformée en noir et blanc, ça augmente le détail dans les poils. Le curseur vert ne modifie rien, quoique peut-être si je zoome en arrière, peut-être que l'arrière-plan, même pas. Ah tiens, le curseur cyan modifie le museau, c'est rigolo ça. Parce qu'apparemment il y a du cyan dans le museau. Ah oui, c'est le reflet du ciel sur le dessus du museau. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de contrôler ça. Enfin, vous voyez le principe. Même chose pour le bleu d'ailleurs. Le curseur magenta en bas ne modifie rien dans le cas de cette image ici. Voilà. Et donc, voilà comment on peut transformer. Voilà, voilà. Si vous voulez voir avant et après modification des réglages, vous avez ici dans le bas le petit œil avec la flèche qui vous montre comment c'était avant et comment c'est maintenant. Voilà, voilà. Alors bien sûr,
chaque réglage, c'est pas un cours Photoshop, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein. Mais enfin, il faut savoir qu'InDesign est un logiciel dans lequel on intègre des choses qui viennent d'Illustrator et de Photoshop, et pas seulement, aussi de Excel et de Word. Et donc, c'est normal qu'on voit les autres logiciels aussi. Alors, je disais, chaque calque de réglage arrive avec son masque de fusion. Donc, je peux faire ceci, par exemple. Je clique sur le masque de fusion ici, pas un double clic, hein, quoique un double clic, voilà, ça... Oui, ça me pose un problème de double-cliquer. Il va falloir que je quitte ça, annuler. Je suis entré dans l'édition du masque. Donc, c'est vraiment juste un clic pour qu'ils soient encadrés, en fait, hein. Et puis, avec le pinceau ici, je vais aller choisir de dessiner en noir. Donc, si vous n'avez pas du noir dans la case ici à l'avant-plan, vous cliquez là-dessus et sur la double flèche, vous avez du noir, c'est certain. Avec le pinceau tout à fait normal, basique. Voilà. Alors, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, je vous montre juste, hein. Je vais modifier la taille du pinceau, je fais CTRL-ALT. Je suis sur un Mac, c'est le bouton gauche qui me permet de modifier la taille du pinceau. Donc, touche CTRL-ALT, je modifie la taille du pinceau. Si vous voulez faire la même chose sur un PC, ce sera le bouton droit de la souris. Toujours les touches CTRL-ALT, mais bouton droit sur le PC. Je dessine, voilà. Et voilà, tiens, j'ai la version non colorisée, non transformée en grid, je veux dire qui revient, voilà. Ça peut être marrant, ça. Ah ah, spécial comme effet. Alors, de toute façon, c'était juste pour que les yeux ressortent un peu mieux. Si vous voulez voir l'avant-après, je ne sais pas ceux qui ont eu le temps de faire ça, bien que c'était juste facultatif, ceci, hein. Touche majuscule, pas Caps Lock, hein, la touche Shift et cliquez sur le masque, ça le désactive et vous voyez la version d'avant et version d'après. Touche majuscule, voilà. Bon, ben voilà, c'est le principe, c'est un masque. Ça permet de faire en sorte que le calque de réglage n'agisse pas à certains endroits de l'image qui se trouve juste en dessous dans le calque d'arrière-plan. Et si on dessinait en blanc, ben ça ferait en sorte qu'il agisse, bien sûr. Bien. Alors, on avait dit qu'on allait coloriser l'image. Donc, on va mettre maintenant un calque de réglage de type, par exemple, teinte saturation. Donc, juste au-dessus de ce calque de réglage ici, vous allez mettre teinte saturation. Voilà. Ah tiens, mon écran est trop petit pour afficher le panneau, mais il est là en bas. Voilà. Donc un calque de réglage teinte saturation qui va agir sur la version noir et blanc de l'image. Ça va pour mettre le calque de réglage de type teinte saturation? Il est là. Alors vous allez cocher l'option coloriser, qui s'appelle redéfinir dans certaines versions anciennes de Photoshop. Et là vous allez pouvoir modifier la coloration avec le curseur teinte et le curseur saturation. Voilà. Alors voilà, par exemple là j'ai choisi à peu près de coloriser en bleu comme ça. J'ai augmenté la saturation, ça me donne une image avec du bleu électrique. Je trouve ça génial. Attention, ça ne sortira pas comme ça sur la version imprimée chez l'imprimeur. Si vous imprimez sur du jet d'encre, vous aurez déjà plus de couleurs vives sur du jet d'encre. Si vous montrez ça sur un écran ou sur une tablette ou sur un smartphone, bien sûr, ce sera cette couleur-là. Donc c'est ça le problème, entre guillemets, à travailler avec les images RVB, c'est que vous pourriez, si vous n'y prenez garde, avoir des images très chatoyantes et vives, intéressantes dans le document, mais quand ce sera imprimé en 4 couleurs chez l'imprimeur, ce sera plus terne. Alors j'enregistre, fichier enregistré, je vais dans InDesign, voilà, on attend un peu et la mise à jour va se faire. Bon, c'est un gros fichier, peut-être il faut un peu de temps. Parfois, ah ben tiens, c'est le cas ici, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas fait. Bon, je vais devoir faire la mise à jour manuellement. Donc vous voyez le petit triangle qui est là. J'ai la mise à jour manuelle ici. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il ne fait pas bizarre, voilà. Ok, c'est fait. Parfait. Donc ça peut être très sympa, ce genre de choses, hein. Donc en mise en page, dans le monde de la mise en page, parfois, moins, c'est plus. Et c'est le cas ici. Donc pour la mise à jour, dans la palette lien, l'image est... Il faut l'activer, celle qui est le petit triangle jaune.
et il faut cliquer sur l'icône de mise à jour ici, la double flèche. Voilà, voilà. Alors je reviens dans Photoshop et la question que vous pourriez vous poser, c'est à quoi sert le calque de réglage noir et blanc, puisque à partir du moment où on est en train de mettre un calque de réglage teinte saturation et qu'on coche ceci, ça enlève de toute façon les couleurs d'origine. Mais le calque de réglage noir et blanc, il sert à contrôler le contraste en fait de l'image. Si j'enlève l'œil ici en face, vous voyez que le contrôle sur la version noir et blanc, sur les luminosités, je ne l'ai pas en fait. D'accord? Donc voilà pourquoi le calque de réglage noir et blanc est utile, même si le calque de réglage teinte saturation, quand on coche colorisé, il vous enlève les couleurs. Alors on va dans la palette page et on va naviguer jusqu'à une page qui actuellement ne contient rien. Vous avez normalement les pages 10 et 11, puisque c'est un document recto verso, il y a des pages de gauche, des pages de droite. Page de gauche, toujours des nombres pairs, page de droite, toujours des nombres impairs, bien entendu. C'est comme ça. Donc vous êtes sur la planche, on appelle ça une planche, c'est quelque chose qui réunit deux pages comme ça. Vous êtes sur la planche 10 et 11, il n'y a pas encore de numérotation, donc dans le document, vous ne voyez pas encore des chiffres qui indiquent les pages sur lesquelles on se trouve. Mais en tout cas, voilà. Vous avez par la palette page possibilité d'aller par double clic naviguer jusque-là. Ces pages utilisent le gabarit C, qui est où? Il est là, voilà, le C Master, qui présente 4 colonnes par page. Vous voyez 4 colonnes par page, alors que le B présente 3 colonnes par page. Tous les deux, ces gabarits-là, sont basés sur le A, mais ça n'a pas d'importance. C'est ce qu'on appelle le parentage de gabarit, mais on ne voit pas ça ici. En fait, c'est juste une caractéristique dont on ne s'occupera pas ici, le parentage de gabarit, le fait que le B et le C sont les enfants du A. Ce qui compte, c'est qu'on remarque qu'on travaille donc sur les pages 10 et 11 qui sont basées sur le gabarit C. Et voyons ça. Ah oui, tiens, il y a déjà un bloc qui a été agrandi là-bas. Passez en affichage normal. Pour bien voir tout. Voilà. Voilà. Alors, sur cette page-là, vous allez faire un cliquer et glisser. D'abord, je vais aller voir dans la palette des calques, parce que les repères là qu'on voit, les lignes verticales et horizontales sont sur des calques. Donc, dans la palette calque, menu Window Layers, dans la version anglaise, je vérifie bien que, oui, je suis en train de travailler sur le calque qui s'appelle Images et texte, et les autres calques qui contiennent les repères et les fonds colorés éventuellement sont verrouillés, c'est parfait. Donc je ne vais pas, avec la flèche noire, par erreur, aller sélectionner des repères puisque c'est verrouillé. Parfait. Voilà ce que je fais. Regardez, et vous allez essayer après. Je vais faire un cliquer glisser pour sélectionner tous les blocs qui sont là, sous le bloc qui est plus grand que les autres. Touche suppression, voilà, sur le clavier. Puis je clique sur le bloc là, je prends sa poignée, je l'agrandis là. Puis je vais sélectionner tous ces blocs-là. Touche suppression, celui-là aussi. Celui-là, je vais l'agrandir comme ça. Voilà. Et on fait la même chose sur la page d'à côté. On va faire... Non, la page d'à côté, laissez tomber pour l'instant. Faites uniquement la page de gauche, c'est bien. Donc vous avez deux grands blocs qui seront des blocs de texte. Un bloc vide peut contenir ce qu'on veut, une image ou du texte. C'est nous qui décidons. Et on va mettre en fait... des blocs texte, des textes. Alors, si vous regardez sur une autre page, vous n'êtes pas obligé d'y aller, je vous montre. Il y a une autre page ici, dans laquelle on a deux blocs texte l'un à côté de l'autre. Ils sont complètement indépendants. On a mis du faux texte dans un premier temps, juste pour faire la mise en page, ça sera remplacé par du vrai texte après. On a mis du faux texte dans le bloc de gauche, on a mis du faux texte dans le bloc de droite. Tiens, et il est en centré, c'est foireux. Je vais aller corriger ça. Parce que du long texte comme ça centré, c'est vraiment foireux de chez foireux. On ne fait jamais ça. Voilà, ok. C'était une erreur.
Donc voilà, vous avez là deux blocs sur cette page-là, deux blocs qui sont vraiment indépendants avec du texte l'un à côté de l'autre, voilà. On va faire quelque chose d'un peu différent ici. On va d'abord transformer nos blocs, il faut que je retrouve la page, elle est là, oui. On va transformer nos blocs en blocs texte en cliquant avec l'outil texte sur eux. Vous prenez l'outil texte, vous cliquez sur le bloc, voilà. Vous cliquez sur l'autre aussi, voilà. Ce sont des blocs texte maintenant. Les diagonales ont disparu, ce sont des blocs texte. Alors qu'avant c'était des blocs un peu graphiques, mais bon, vu qu'il n'y avait pas d'image dedans, on peut les transformer très rapidement en blocs texte en cliquant avec l'outil texte. Et avant de remplir le bloc de gauche avec du texte, je vais lier les blocs. Donc vous prenez la flèche noire, vous avez une porte de sortie ici, vous cliquez sur elle. Donc avec la flèche noire, vous cliquez sur le bloc de gauche, vous cliquez sur la porte de sortie qui est là, puis vous survolez n'importe où. Enfin, pas sur les bords, ce serait ennuyeux, mais en tout cas, vous survolez sur la surface du bloc de droite, là. Et vous avez une chaîne qui apparaît, vous cliquez, et vous avez chaîné les blocs. C'est-à-dire que quand je vais remplir avec du texte dans le bloc de gauche, évidemment, ça va déborder sur le bloc de droite, tout seul, c'est du chaînage de texte. Vous n'avez peut-être pas la ligne qui apparaît chez vous. Si, super, c'est parce que dans le menu View, menu affichage, on a Extra, montrer le chaînage de texte. Bon, ici, ça propose de le masquer parce qu'il est montré, c'est logique. Hein. Mais c'est là que ça s'est passé. Si un jour vous faites ça et vous ne voyez pas, il faut d'abord s'assurer qu'on est en affichage normal. Et puis, il faut s'assurer que dans le menu affichage, on a Extra, afficher le chaînage de texte. Et voilà. Si on bouge le bloc, là, on voit que ça suit. Hein. C'est vraiment... Ça m'indique comment le texte va couler d'un bloc à l'autre. On peut faire sans ça, mais c'est intéressant de voir que ça existe. Ensuite, vous allez avec l'outil texte cliquer sur n'importe lequel des deux blocs. Par exemple, je clique sur le bloc de droite, et le curseur ne clignote pas en haut à gauche là, du bloc de droite quand je clique avec l'outil texte. Ben oui, puisqu'ils sont chaînés, le début il est là, il est au début du bloc de gauche. Donc c'est tout à fait logique. Quand vous avez des blocs chaînés, quand vous cliquez sur un des blocs qui suivent, le curseur se met sur le premier bloc. Et vous allez demander clic droit, remplir avec le texte de substitution. Vous faites un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Bon, c'est quelque chose qui existe aussi dans le menu texte en fait. Hein. Vous avez aussi ça. Je pense, tout au fond, oui, voilà. Mais bon. Voilà, et on a le texte qui s'est rempli. Dans les deux blocs, forcément, puisque c'est chaîné, ça coule. C'est le principe. Ok, je sélectionne avec la flèche noire les deux blocs. Ben, soit par clic, majuscule clic, soit en englobant une partie du bloc comme ça en démarrant, là voilà, ils sont tous les deux sélectionnés et je vois que j'ai une superbe couleur rose corset de grand-mère sur le fond de ce bloc. Bien sûr, dans le cas du texte, ça c'est vraiment intéressant de l'enlever. Je clique sur la diagonale là et voilà, j'ai du texte sur un fond blanc. Voilà. Donc en affichage aperçu, en cliquant à côté, rien n'est sélectionné, on voit ce que ça va donner, c'est deux colonnes assez grandes de texte. Alors les lignes sont longues, hein, c'est pour un magazine, pour un document qui pourrait être lu dans des conditions difficiles, c'est-à-dire sur les transports en commun ou debout en attendant le bus, enfin ce genre de choses, c'est évidemment trop long. Mais on va faire avec dans un premier temps. Mais enfin, il faut le savoir, si les colonnes de texte existent, c'est également pour cette raison-là qu'on fait des colonnes de texte. C'est pour que ce soit plus facile à lire. Les yeux ne doivent pas faire un effort immense pour aller jusqu'au bout d'une longue ligne quand on a des colonnes pas trop larges. Mais faisons avec des colonnes larges comme ça dans un premier temps. Ça va.
Alors, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait pour déchaîner, sans prendre de substance illicite, bien sûr? Je clique avec la flèche noire sur le premier bloc. J'ai la flèche ici, la porte de sortie là, qui m'indique que le texte coule. Je clique sur elle une première fois, puis quand je survole à nouveau cette porte de sortie, j'ai une chaîne cassée, je clique sur elle, et voilà. Et là, j'ai un signe plus, évidemment, puisque le bloc contient plus de texte qu'il ne peut en montrer. Et puis, je peux refaire le chaînage éventuellement. Clic, clic, et voilà, c'est refait. Donc voilà comment on arrive à casser un chaînage, notamment dans le but d'insérer entre les deux un nouveau bloc. Ça peut se faire. Ça peut être l'intérêt de casser le chaînage. C'est pour, entre deux blocs existants, en mettre un troisième intermédiaire. Bien, vous allez sélectionner les deux blocs avec la flèche noire et on va modifier l'aspect du paragraphe. Étant donné qu'on n'a pas que tous les paragraphes se ressemblent, on n'a pas des titres, on peut faire comme ça. On peut sélectionner les blocs et attaquer le texte par l'extérieur comme ça. Si vous aviez des paragraphes différents avec des titres à certains endroits, il faudrait y aller avec l'outil texte. Mais là, je peux me permettre d'aller sélectionner les deux blocs. Ensuite, menu texte paragraphe, et ça ne marche pas parce que c'est des blocs chaînés, merci, j'ai oublié ça, donc on va devoir le faire différemment. Ben, un après l'autre. Ça ne marche pas non plus. Bien. Bon, ben, exception, ce sont des blocs chaînés, donc on ne peut pas les sélectionner avec la flèche noire et attaquer par la palette paragraphe. Donc vous allez devoir mettre l'outil texte quelque part dans un des deux blocs, peu importe, faire commande A, qui correspond à tout sélectionner, donc menu édition, tout sélectionner. C'est commande A. CTRL A sur le PC, bien sûr. Et là, vous allez dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe, et vous allez demander d'avoir du texte qui colle de chaque côté de la colonne, c'est-à-dire du texte justifié, sauf la dernière ligne qui ne sera pas justifiée, la dernière ligne de chaque paragraphe. Et voilà. Et ça, vous voyez ça dans des magazines, c'est de plus en plus courant dans les magazines. Pendant longtemps, on a fait des magazines avec du texte en drapeau. Le bord droit du texte ne collait pas au bord droit du bloc. Et c'était plutôt réservé à des documents sérieux, genre rapport d'entreprise, quand on faisait du texte justifié. Mais de plus en plus en Europe, on fait des magazines avec du texte justifié, comme on le fait depuis longtemps dans les magazines américains d'ailleurs. Mais en Europe, on est resté très longtemps avec du texte en drapeau parce qu'on trouvait que c'était plus sympa. Mais maintenant, voilà. Alors voilà, je repasse ici en affichage normal. On a donc un bloc qui colle au repère. Mais je trouve que la gouttière est un peu trop fine. Il faudrait plus d'espace entre les deux colonnes. Parce que bon, voilà, il n'y a pas assez d'espace, ça se sent. Je ne sais pas si vous voyez, ça se sent que, franchement, ce serait bien d'avoir un peu plus d'espace au niveau... Voilà, en fait, il y a en mise en page, plus vous faites du blanc dans les pages, plus c'est classieux, et on va ici augmenter un peu la gouttière. Donc, double intérêt d'augmenter la gouttière. Ce sera plus lisible. Les lignes qui se finissent seront moins proches de celles qui commencent sur la colonne d'à côté. Et en plus, il y aura de l'espace qui va se créer. Ça va donner un aspect un peu plus classieux au document. Mais je ne peux pas déplacer le bord droit du bloc ici et le bord gauche là. Sinon, ça ne va plus coller au repère. Et ça m'intéresse beaucoup que ça colle au repère. Parce qu'en fait, après, dans InDesign, on peut modifier les formats de pages. On peut même faire passer une page d'horizontale à verticale ou inversement. Et les blocs suivent, à condition qu'ils soient collés à des repères. Donc c'est pour ça que je veux garder mes blocs collés à des repères, parce que si jamais je veux changer la mise en page par la suite, je veux que ce soit quand même partiellement automatisé. Donc comment faire? Je sélectionne avec la flèche noire le bloc de gauche. Je vais dans le menu Objet, Option de bloc de texte. Menu Objet, Option de bloc de texte. Je vais casser ici la chaîne de la marge intérieure et je vais augmenter la distance de la marge sur la droite là avec la case aperçu cochée. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, je vais mettre 4 mm par exemple, voilà.
Donc on voit qu'il y a une marge intérieure au bloc qui s'est créée. Le texte ne peut pas aller au-delà. Et je clique sur OK. Même chose pour le bloc de droite. Enfin, même chose, sauf que ça va être l'inverse. Donc vous pouvez faire CTRL-B sur le PC, Commande-B sur le Mac. C'est le raccourci pour les options de bloc de texte. Chaîne est cassée. Sur la gauche, je vais ajouter 4 mm. Ben oui, sur la gauche. Hein. Voilà, j'ai donc une gouttière, un espacement entre les colonnes qui est de 8 mm plus grand, puisque j'ai ajouté 4 mm à gauche là et 4 mm à droite là, des marges. Et ça, c'est mieux.